Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mes dernières lectures que j'ai lues dans le cadre du challenge février Tapal. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous répéter encore une fois ce qu'est ce challenge, je vous mettrai juste la vidéo d'Alex Bookin en Prada comme d'habitude dans la barre d'informations puisque c'est elle qui a créé le challenge. Et donc du coup je vais vous présenter les lectures que j'ai faites durant la dernière semaine et en fait j'avais même un peu triché puisqu'il y en a une ou deux je crois que j'ai présenté dans la vidéo de la semaine dernière. Mais parce que la dernière semaine en fait a été plutôt vraiment bien remplie en termes de lecture. En plus elle a fini par un week-end à 1000 et même si je ne l'ai pas validé j'avais fait plutôt un bon score donc du coup voilà j'ai lu pas mal de choses, j'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui. Pour commencer, je vais donc vous parler de ma lecture de L'Infini par Ross Mackenzie qui est sortie aux éditions Ozu. C'est un roman que j'ai reçu en service presse de leur part, donc je les en remercie. Je trouve le travail éditorial vraiment très sympa. Pour ce qui est du résumé, donc ça se passe dans un royaume dans lequel toute la magie est interdite, il me semble, puisqu'en fait il y a une grande magicienne et qu'elle a besoin du dernier sort pour vraiment asseoir son contrôle. Elle est aidée par son homme de main qui s'appelle Jacques d'Ombre et nous on va suivre en parallèle une jeune fille qui s'appelle Larabelle, qui est une orpheline et qui a grandi en fait dans les égouts, puisque dans cette ville la plupart des orphelins ou des enfants de familles très pauvres en fait travaillent dans les égouts, ils pêchent en fait différentes choses en espérant tomber sur des choses de valeur pour pouvoir les revendre et se faire de l'argent. Donc voilà, c'est là-dedans que grandit Larabelle avec son amie qui s'appelle, je sais plus comment, peut-être, non je sais plus. Elle a donc un ami à elle qui vit aussi dans ce contexte-là. Et puis donc on comprend qu'il y a tout un système où il y a des mages, mais les mages c'est quelque chose en fait qui est très très contrôlé, qui doivent servir une cause en particulière et qu'il semblerait qu'il y ait une sorte de rébellion, mais assez lointaine, on en entend assez peu parler. L'Infini c'est le premier tome d'une série, mais c'est un premier tome qui peut se suffire à lui-même si vous n'êtes pas dérangé par les fins un peu ouvertes, puisqu'en gros c'est une fin qui laisse présager qu'il y aura pas mal d'autres aventures, mais une grosse partie de ce qui était proposé ici est terminée, donc voilà, ça se termine assez bien en soi, ce que je trouve être un point positif pour ma part. Du coup donc oui, les personnages sont assez attachants, mais par contre c'est un récit qui est assez particulier dans le sens où c'est un récit dans lequel il n'y a absolument que de l'action, il n'y a quasiment aucune description et il y a très peu de scènes sans action, de scènes de discussion, ce genre de choses, c'est vraiment tout le temps d'action, donc du coup ça fait qu'on ne s'ennuie jamais, ce qui est un bon point et ce qui je pense est un bon point pour des jeunes lecteurs, mais ça fait aussi qu'on saute parfois un peu vite d'une action à l'autre et ça aurait mérité peut-être quelques scènes un petit peu plus posées pour mieux lier le récit et permettre que la compréhension soit peut-être un peu plus facile et d'avoir également un petit peu plus de background, un peu plus d'arrière, ouais, de passé, etc. aux différents personnages. Mais voilà, en tout cas j'ai passé un bon moment avec cette lecture, je suis contente de l'avoir découverte. C'est marqué à l'arrière, je crois que c'est... ou je sais plus où. Enfin c'était comparé à pas mal de grands livres. Pour ma part je m'attendais, j'espérais que ce soit un peu dans la lignée on va dire de Nevermore, parce que je trouve que Nevermore c'est vraiment une très très chouette série, avec un univers très débordant, de fantasy plutôt jeunesse et assez accessible. Je préfère quand même Nevermore parce que justement je trouve qu'il y a un petit peu plus de choses qui sont creusées, que les personnages sont plus creusés, etc. Même si pour le coup Nevermore a plus tendance à couper dans l'action que c'est le cas avec l'Infini. Mais voilà, en tout cas si vous avez un jeune lecteur autour de vous ou si vous avez envie de découvrir, eh bien allez-y. Et pour ma part du coup j'ai mis la note de 15/20. Ensuite, j'ai lu Bâche à poche par Charlotte Herly, publié aux éditions Actes Sud Junior. Ça faisait quelques temps qu'il était dans ma pile à lire. En fait, c'est quelqu'un qui me l'avait recommandé sous une de mes vidéos, une vidéo dans laquelle je parlais d'un des romans de Nadia Hachimi. Du coup, je sais plus si c'est son jeunesse, Ma vie de Bâche à poche, ou si c'est La perle et la coquille, puisque c'est ces deux romans qui abordent la thématique de la bâche à poche, donc l'un en adulte et l'autre en jeunesse. Et du coup là on m'avait recommandé ce roman-ci, donc je l'avais trouvé à quelques temps plus tard en occasion, donc je m'étais procuré et puis il attendait sagement son tour dans ma bibliothèque, il était temps de sortir. Dans ce récit du coup on va suivre Farouk qui est un bâche à poche, donc un bâche à poche c'est en fait c'est une jeune fille qui a été déguisée, qui est avant sa puberté, elle est déguisée en garçon pour aider en général dans sa famille.
c'est quelque chose qui est toléré même si ça doit surtout pas se voir. C'est-à-dire que la famille proche le sait, mais vraiment ça doit surtout pas se voir de l'extérieur, puisque du coup ce garçon, enfin, cet enfant travesti en fait va avoir le droit à tous les privilèges qui sont normalement uniquement réservés aux garçons. Il ne va donc quasiment pas participer aux tâches ménagères, il peut sortir, il peut faire du sport, il peut aller voir des amis, il peut aller à l'école, enfin voilà, pas mal quand même de gros avantages, hein. Et donc nous on va suivre l'histoire de donc Faroukzad qui est devenu Farouk durant sa période de bâche à poche. Et Farouk avec ses amis, ils ont vraiment un grand rêve qui est qu'en fait ils font de l'aviron et qu'ils espèrent par-dessus tout réussir à qualifier leur pays, l'Afghanistan, pour la première fois. Leur grand rêve c'est les Jeux Olympiques, mais déjà le qualifier pour la première fois sur une compétition internationale en aviron, puisqu'en fait il n'y a pas de club d'aviron et puis que c'est pas du tout un sport qui est pratiqué là-bas. Donc ils s'entraînent assez dur et puis ils vont vraiment monter tout un truc. C'est quand même une grosse partie du roman. On a en fait donc deux thématiques principales. On a cet enfant qui du coup est un bâche à poche, et on a de l'autre côté vraiment cette envie de se faire connaître par le sport, d'aller au bout de ses rêves, etc. Qui est très intéressante. Du coup forcément ça parle aussi pas mal des traditions, de la place des femmes, etc. C'est un titre du coup dans lequel je trouvais qu'il y avait plein de choses très intéressantes. J'étais vraiment très prise par ma lecture et dans l'ensemble ça a été une très bonne lecture, si ce n'est que la fin est très précipitée. Elle tombe très nette, alors elle tombe très nette aussi bien sur le lecteur que sur le personnage principal, donc en soi je comprends pourquoi est-ce que c'est fait comme ça et je comprends ce qu'a voulu faire ressentir l'autrice en faisant se terminer le roman ainsi, mais c'est vrai que du coup quand même c'est un peu abrupt, voilà. Du coup ça a été une bonne lecture. Si ça vous intéresse d'en lire plus sur la tradition des bâches à poche, si vraiment vous voulez en savoir plus sur la tradition en elle-même, tournez-vous peut-être plus vers les romans de Nadia Hachimi qui sont plus centrés sur le sujet, mais si ce côté en plus avec voilà, les rêves, le sport, etc. vous intéresse et que vous êtes prêt à cette fin qui voilà, va être assez rapide, vous pouvez également découvrir Bâche à poche, et du coup pour ma part je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite je me suis lancée dans un roman, ça faisait un petit moment. En fait, c'est un titre que j'ai déjà eu dans ma pile à lire et puis je crois que je l'avais revendu et puis finalement je suis retombée dessus et je me suis dit quand même je suis curieuse de savoir ce que ça donne, donc je l'avais racheté. Enfin bref, tout ça pour vous dire que, bon les deux fois c'était à petit prix en occasion, hein, que c'est un titre qu'il fallait que je finisse par sortir puisque sinon je pense qu'il aurait continué à faire des allers-retours dans ma pile à lire. Et du coup il s'agit de Un petit quelque chose en plus par Sandy Hall qui est publié chez Hugo dans leur collection Hugo New Way, donc dans leur collection adolescent. Et il s'agit d'un titre qui est une petite romance mignonne qui a pour particularité d'avoir de très nombreux points de vue, mais jamais celui des deux personnages principaux. On a donc deux personnages en fait qui sont ensemble en cours, et notamment dans un cours d'écriture créative ou quelque chose comme ça. D'un côté on a Léa qui est une jeune femme extrêmement timide, et de l'autre côté on a Gabe qui est un personnage assez mal à l'aise avec tout ce qui est de la prise de parole en public et qui semble avoir une histoire un peu particulière puisqu'en fait il avait complètement disparu de la circulation à un moment et il est revenu, et il est très changé depuis qu'il est revenu. Donc voilà, du coup il est très mystérieux, et donc voilà, on va suivre tout ça avec le point de vue de leurs profs, de leurs camarades, de leur famille, de la serveuse du Starbucks, de l'écureuil, du banc, enfin voilà, des points de vue extrêmement variés autour de ça. La narration franchement est originale et pour ça je suis contente de l'avoir enfin découvert, d'avoir enfin découvert ce qu'il y a derrière cette narration particulière, puisque c'est vraiment quand même le point qui fait que ce roman est un peu différent des autres, puisque sinon globalement c'est une histoire qui est quand même très simple. Il y a des choses quand même intéressantes du côté de Gabe, mais qui sont pas non plus si creusées que ça, comme on n'a jamais son point de vue à lui. Donc voilà, c'est plutôt mignon, enfin c'est clairement mignon. Il se tourne autour quand même un peu longtemps, au bout d'un moment on a un peu envie qu'il se passe quelque chose. Et puis il y a un point négatif, un vrai point négatif on va dire qu'il y a pour moi dans ce récit, qui est le personnage de Hilary, qui en gros est une fille qui est également dans leur cours, et Hilary c'est le personnage féminin qui est là juste pour qu'on la déteste, qui est là pour faire un conflit par rapport à Léa, qui est une pain-bêche, qui n'a aucune consistance, et qui est clairement juste là pour qu'on lui tape dessus, enfin en tout cas pour qu'elle nous énerve, pour qu'elle énerve le lecteur. Et bon, ça c'est un peu des choses qu'on voyait
avant dans les livres, hein, voilà. Il est peut-être temps de changer et d'arrêter de faire ce genre de personnage qui est juste là pour créer des conflits en fait entre filles et qui n'a pas de substance et qui est juste là pour être la méchante et puis pour mettre en valeur du coup l'héroïne. Enfin voilà, je trouve que c'est un procédé d'écriture qui est un petit peu daté maintenant. Alors je sais pas de quand date le livre en VO, peut-être que c'est un peu lié à ça, mais c'est vrai que bon, c'est un genre de procédé qui pour ma part m'agace un peu, ce côté on se tape dessus entre filles, on se chicane entre filles, etc. au lieu d'avoir une solidarité en fait. Et voilà, je trouve que c'était pas nécessaire en plus parce que ça apporte franchement rien à l'histoire. Voilà. Mais voilà, du coup c'était une lecture plutôt sympa, je suis contente de l'avoir enfin découvert. Ça n'a pas, franchement pas marqué et j'aurais pu m'en passer. Mais j'étais curieuse, donc voilà, j'ai assouvi ma curiosité de ce côté-là. Je lui ai mis la note de 14/20. Ensuite, je me suis tournée vers le roman Les Sandales de Rama par Tristan Kogel aux éditions Didier Jeunesse. J'ai déjà lu, je crois, 2 autres titres de Tristan Kogel. J'ai lu Bluebird qui était très très sympa et j'avais également lu son autre titre qui se passe dans un contexte un peu plus mythologique, je me souviens plus comment il s'appelle, que j'avais un peu moins apprécié. Voilà, donc celui-ci je l'avais trouvé en occasion à petit prix, j'aimais bien le fait que ça se passe dans un contexte très dépaysant puisque ça se passe au Népal. Je faisais plutôt confiance du coup à Tristan Kogel et puis à chaque fois ce sont des romans assez courts donc ça me branchait bien. C'est un titre dont j'ai vraiment beaucoup aimé le dépaysement, ça c'est clair. Et en gros on a 2 personnages principaux qui s'appellent Upendra et... comment il s'appelle son meilleur ami? Ah bah c'est même pas écrit. Upendra est son meilleur ami. En fait Upendra c'est un jeune garçon qui est issu d'une classe plutôt moyenne. Son père était un ancien guide touristique très célèbre mais il a eu un problème de santé et puis Upendra lui du coup il vend des barbes à papa sur un grand marché. Il rêve de devenir lui aussi guide touristique pour faire visiter toutes les choses incroyables de son pays et se faire un peu plus d'argent. Il est accompagné de son meilleur ami qui lui est issu d'une caste beaucoup plus pauvre. Mais ça n'empêche pas les deux jeunes garçons d'avoir grandi d'avoir toujours été très proches. Et lui aussi du coup il est vendeur sur le marché mais on nous explique bien que lui bah du coup il est plus vendeur à la sauvette quoi parce qu'il a pas il paye pas un emplacement etc. Et donc pareil, lui aussi il a des grands rêves, etc. Et ils ont des grands rêves ensemble. Et en fait Upendra un jour va croiser la route de Satya, qui est une jeune fille, qui est une ancienne Kumari, qui en fait sont les enfants qui sont considérés comme des réincarnations de divinités ou quelque chose comme ça. Mais ils le sont que pendant un certain temps, puisqu'en fait c'est des enfants. Et donc bah, à partir du moment où ce ne sont plus des enfants, ce n'est plus eux. Voilà, et donc, mais du coup c'est une fille qui est considérée comme faisant partie d'une caste très élevée. Déjà, au départ elle fait partie d'une caste plus élevée qu'Upendra, mais encore plus du fait qu'elle ait eu cette histoire là et du coup voilà ils vont un peu se tourner autour même si c'est interdit tout ça c'est toute la première partie qui est du coup une partie qui se passe vraiment dans la ville etc que j'ai trouvé vraiment très sympa à lire et puis ensuite il se passe quelque chose et à partir de là ça part dans quelque chose de beaucoup plus métaphorique où Upendra va connaître des milliards de choses, faire un grand voyage initiatique, hésiter à devenir un fakir, enfin voilà. Et ça part vraiment dans des choses assez particulières et peut-être un peu trop perchées, un peu trop métaphoriques pour moi, et peut-être aussi un peu trop métaphoriques pour des enfants, peut-être. Mais voilà, en tout cas, enfin... C'est un roman ado, mais du coup, par rapport à ces thématiques-là, je pense pas que ce soit adapté à des lecteurs trop jeunes. Je pense qu'ils pourraient s'y perdre un peu. Mais voilà. Mais j'ai beaucoup aimé par contre tout le début. Donc voilà. Du coup, je lui ai mis la note de 15/20. Ça a été plutôt une bonne lecture. Je suis contente de l'avoir découverte. Je suis contente d'avoir eu ce dépaysement qui était, ma foi, fort bienvenu. Ensuite, donc on arrive... Là, c'était déjà la... Je l'ai fini déjà celui-ci pendant le week-end d'Amil et ensuite pendant le week-end d'Amil j'ai lu tout d'abord The Wicked plus The Divine, le tome 6, donc Phase Impériale deuxième partie chez Glénat Comics par Gillian McKelvey, Wilson et Coles. C'est une série dont je vous parle depuis un petit moment si vous me suivez. C'est l'une de mes séries de comics préférées, j'aime vraiment beaucoup cette série. En fait c'est l'histoire de divinités, il y a tout un panthéon avec je crois 12 divinités et en fait tous les 90 ans il y a une récurrence, donc il y a 12 nouveaux adolescents qui sont considérés comme des divinités qui vont connaître un succès incroyable, être considérés comme des superstars, enfin c'est vraiment quelque chose de démentiel, sauf qu'en fait tout ça est très éphémère puisque ça ne dure que 2 ans et ils meurent tous dans un intervalle de 2 ans.
Et donc du coup bah là il y a eu une récurrence, il s'est déjà passé pas mal de choses, ça a commencé à être sérieusement la merde, il s'est passé pas mal de retournements de situation, de changements de pouvoir, etc. Dans le premier cycle qui comprend du coup les 4 premiers tomes. Ensuite on a un cycle en 2 tomes et après ça il restera... La série est terminée en 9 tomes mais je crois que le tome 7 c'est le regroupement de différentes nouvelles si je dis pas de bêtises. Et ensuite donc il y a un dernier cycle avec les tomes 8 et 9 en sachant que le tome 9 qui est donc vraiment la fin de la série sort à la fin du mois de mars, est probablement déjà sorti en fait au moment où vous verrez cette vidéo ou bien il sort autour de cette date là puisque je crois que c'est autour du 24-25 mars qu'il est prévu. Donc voilà, c'est une série qui arrive vraiment à sa fin, j'aime énormément les dessins, j'aime beaucoup la thématique et puis c'est une série qui retourne un peu le cerveau et qui est vraiment très chouette. Pour ce qui est de ce tome-ci, du coup, bah, c'était toujours super bien. Mais c'est un tome qui est un peu plus court que les autres. Du coup, ça peut être un peu plus frustrant. Donc voilà, pour ce qui est des dessins, donc on est vraiment sur des choses qui sont généralement très très colorées, avec des dessins assez nets. Et je trouve ça vraiment très chouette. J'aime aussi beaucoup l'univers visuel. Donc celui-ci, je lui ai mis la note de 17 sur 20. Ça a été encore une belle réussite. Ensuite, je me suis tournée vers La boîte à musique, le tome 4 par GG et Carbone aux éditions Dupuis. Ça faisait un petit moment que je l'avais puisque je l'ai acheté à sa sortie comme à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort. Mais je l'avais pas encore découvert donc c'est maintenant chose faite. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup, La boîte à musique, puisque c'est l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Enola et qui a trouvé en fait dans le premier tome une boîte à musique qui lui donne l'accès à un monde qui s'appelle Pandorian et dans ce monde là il se passe plein de choses et en fait sa mère qui est décédée avait une histoire avec cet univers, ce qui la pousse encore plus à avoir envie de le découvrir. C'est une bande dessinée avec des planches incroyables, avec plein de très jolies valeurs. Pour ce qui est de ce tome-ci par contre c'est le tome que j'ai le moins apprécié pour l'instant, c'est resté une très chouette lecture hein, mais c'est le tome que j'ai le moins apprécié. Notamment parce que je trouve que c'est plus un tome qui amène plein de pistes d'ouverture pour la suite. C'est un tome qui a quand même une histoire en soi, donc bah, la mystérieuse disparition, parce qu'effectivement il y a une disparition et qu'Enola et ses amis vont essayer de retrouver la personne qui a disparu. Et ça amène une jolie morale à la fin, mais c'est assez classique. Et c'est vrai que finalement cette histoire propre à ce tome est assez secondaire par rapport, je trouve, aux autres pistes qui sont lancées. Et du coup ça en fait un tome qui est un petit peu plus un tome de transition, alors que globalement chaque tome propose quand même une histoire. Hop, on va vous montrer les dessins. Donc voilà, je trouve que les dessins sont vraiment toujours très très chouettes, ça ne change pas. Mais voilà, l'histoire de ce tome-ci m'a un petit peu moins emballée que les autres. Mais ça ne change rien en fait que c'est une série que j'aime beaucoup et que je vais probablement continuer à acheter les prochains tomes le jour de leur sortie pour ne pas changer. Et du coup je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite j'ai lu du coup le dernier roman du mois et il s'agit de Plein Gris par Marion Brunet aux éditions PKJ. Marion Brunet, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est une autrice que j'aime vraiment tout particulièrement, que je porte haut dans mon cœur et dont je surveille les sorties avec attention. En plus, voilà, l'univers de celui-ci, les retours que j'ai vus dessus, vraiment je savais que c'était un titre qui allait me plaire, enfin j'y allais vraiment très très confiante. Bah, j'avais raison, puisqu'en fait dans cette histoire on va suivre un groupe de 5 amis qui sont sur un bateau, qui sont sur un voilier en fait. Ça se passe en Bretagne et du coup la plupart d'entre eux, enfin 4 d'entre eux en fait, ont toujours grandi au bord de la mer, ont toujours fait de la voile, ils ont beaucoup navigué ensemble depuis toujours. Et donc là, au moment de l'histoire, ils sont en terminale je crois, donc il y en a qui sont majeurs et pas d'autres. Et ils décident en fait de partir pendant les vacances de Pâques je crois, à bord du voilier qui appartient aux grands-parents de l'une des filles du groupe. Et donc voilà, du coup ils partent tous les 5, puisqu'il y a un 5e personnage qui lui est un petit peu moins rodé avec tout ce qui est de l'univers marin, mais qui est passionné par la photographie et qui du coup se laisse embarquer dans l'histoire parce qu'il se dit que voilà, il va pouvoir prendre des photos et puis qu'il aime bien quand même les personnages, enfin qui s'est intégré récemment au groupe, etc. Sauf qu'en fait le livre commence par le fait qu'ils vont repêcher le cadavre de l'un des 5
personnages et ensuite ça va partir sur un huis clos puisqu'ils vont être pris. Donc déjà ils sont sur leur bateau, donc c'est un endroit assez confiné, et en plus ils vont être pris dans une tempête et on va avoir du coup une alternance en fait entre ce qui se passe actuellement et puis tous les souvenirs, toutes les choses par rapport à la construction de leur amitié, le retour sur les derniers jours, etc., qui va nous amener à comprendre ce qui s'est réellement passé et à voir que leur relation amicale n'était pas si parfaite que ça. C'était vraiment très très brillant, je trouve, vraiment excellent, très bien fait, très prenant. Par contre c'est vrai que l'univers marin est assez prenant avec pas mal de vocabulaire. Je pense que si c'est quelque chose auquel vous n'êtes pas familier, vous allez peut-être sticker un peu parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire marin, surtout vers le début, mais ça vous empêchera pas de comprendre l'histoire. Pour ma part j'ai fait de la voile, j'ai de la famille en Bretagne, donc j'ai fait de la voile pas mal d'années pendant les vacances, donc c'est des mots que je connaissais, c'est un vocabulaire avec lequel je suis familière, donc pour ma part c'était au contraire encore plus un point positif de retrouver tout ça dessus. Mais voilà, c'était vraiment très très chouette, j'ai beaucoup aimé ce récit. Je vous le recommande très grandement, il est vraiment court, hein. Il fait même pas 200 pages et il fait 197 pages. Ça se lit extrêmement bien, c'est hyper prenant, j'ai adoré la dynamique de groupe, c'est quelque chose que Marion Brunet sait vraiment très bien faire, tout ce qui est des relations, des dynamiques, et je trouve ça toujours très bien géré avec elle. Donc voilà, sans surprise, une très belle découverte, je vous encourage vivement à le découvrir. Je lui ai mis la note de 18 sur 20. Ça a peut-être un petit peu bougé. Du coup pour terminer, j'ai lu les deux premiers tomes de la série Le Château des Étoiles par Alex Alice. Donc cette première partie s'appelle 1869, la conquête de l'espace. C'est aux éditions Rue de Sèvres et c'est vraiment de très chouettes éditions. C'est une série dans laquelle il y a je crois 6 tomes actuellement et en fait à chaque fois c'est par bloc de 2 tomes. L'histoire avance par bloc de 2 tomes et à chaque fois les 2 tomes en question ont la même couleur principale. Donc là ces deux-là sont bleus, ensuite on a 2 tomes rouges je crois et pour terminer 2 tomes verts. Si je dis pas de bêtises je crois que c'est ça. Donc du coup on est sur une histoire qui est en gros du steampunk puisqu'en fait comme le titre l'indique c'est 1869 la conquête de l'espace. Donc voilà, la conquête de l'espace a lieu 100 ans plus tôt que prévu. Je vais en poser un des deux parce que c'est lourd. Donc ça a lieu 100 ans plus tôt que dans la réalité. En fait, on va suivre l'histoire de Séraphin, qui est ce jeune garçon. Ses deux parents ont beaucoup travaillé sur des machines, et notamment des ballons à hélium, etc., ce genre de choses. Et sa mère, en fait, était persuadée qu'il existait un gaz particulier qui permettait de s'envoler et de passer plus haut, de franchir l'atmosphère, etc. Et donc, qui ouvrait la voie à la conquête spatiale. Sauf que sa mère, lors d'une de ses expériences, a disparu, et du coup, Séraphin est seul avec son père, qui au départ ne veut plus entendre parler de tout ça, mais qui va être mandaté par Louis II de Bavière, si je dis pas de bêtises, qui décide de le financer pour relancer tout ça, pour être le premier à partir dans l'espace. Donc du coup ils vont partir en Bavière, donc le père et le fils, et il va faire la rencontre également de d'autres personnages sur place, et puis ils vont donc se lancer dans cette conquête spatiale. C'est une histoire avec de très chouettes dessins. On est sur des planches donc comme ça, tout en aquarelle. Il y a également un contexte historique qui est vraiment très intéressant, même si c'est du chrony, on a quand même une grosse base de contexte historique avec les guerres qui existaient à l'époque, les rivalités de l'époque, etc. Et donc voilà, tout ce contexte géopolitique vraiment intéressant. Les personnages sont assez intéressants aussi, c'était plutôt sympa de suivre tout ça, c'est un côté qui est vraiment grande aventure. Donc le premier tome m'avait vraiment bien plu, j'ai mis la note de 17 sur 20. Et pour ce qui est par contre du second tome, il m'a également bien plu, même si on part dans quelque chose d'un peu plus métaphysique, et je vous en ai déjà parlé au début. Enfin voilà, du coup c'est un peu le même problème qu'avec tout ce qui est très métaphorique avec moi, c'est des choses qui me parlent pas plus que ça, du coup voilà, ça m'a un peu moins convaincue, et notamment c'est par rapport au personnage de Louis II de Bavière et ses choix que je trouve très curieux. C'est plus ou moins expliqué par certaines choses et pourquoi pas, mais voilà, ça part dans quelque chose d'un peu plus peut-être ésotérique, et ce sont des choses qui me parlent moins de manière générale. Mais j'ai quand même bien apprécié cette série, des dessins toujours superbes, et puis voilà, c'est un contexte quand même très particulier et très sympa.
Pour ce qui est de la suite de cette série, du coup je crois que j'ai mis la note de 16 sur 20 au second tome. Pour ce qui est de la suite de cette série, je pense peut-être la découvrir mais je suis pas sûre de l'acheter. Soit je l'achèterai en occasion si je la trouve, comme c'était le cas pour le premier tome, vraiment à petit prix, ou bien sinon j'essaierai de voir plutôt pour la lire en médiathèque ou ce genre de choses, parce que je suis assez curieuse mais en même temps c'est pas du tout une priorité d'achat. Donc voilà, sur ce j'ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu.